Nos amis sont toujours là, honorable Beau Soleil Obekou et commis Valentin Mayaba. On va parler également du Sahel. Barkhane, commis Valentin Mayaba, se dirige vers le Niger. Ça, on le sait déjà. On connaît les brouilles également entre la force Barkhane et puis le pouvoir au Mali. Barkhane se redirige vers le Mali. Ah oui, non, vers le Niger, oui. Le Mali, elle a pris ses fins là-bas depuis. Oui. Donc, Barkhane dépose ses valises au Niger. C'était prévisible, prévisible parce que quand elle avait quitté, je crois que Bazoum avait dit qu'ils vont consulter l'Assemblée, le Parlement, pour donner onction d'abord afin qu'elle ne puisse. Je lui disais que les choses, comment l'appelle-t-on, les signes étaient tangibles parce que avec Bazoum, nous connaissons les relations que lie Bazoum et la France. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, les forces Barkhane, moi, c'est ce qui me fait mal, qu'on dise encore que cette force-là va encore faire une expérience dans un pays africain, même limitrophe du Mali. Vous avez peur pour le Mali? Non, pas que j'ai peur, mais je me dis pour quel résultat. Parce que nous avons vu à côté, vous avez vu ce qui s'était passé, même lors de son passage, les forces françaises passaient et tout un blocus quittant le Burkina, passant par le Mali pour aller dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà. Donc, tout cet armada de situation qui s'est posé, aujourd'hui, on dit que non, vous allez prendre siège à côté pays limitrophes où vous avez fait délimiter. Non, la force Barkhane a fait ce qu'elle pouvait, mais n'a pas été à la hauteur des tâches pour lesquelles elle a été appelée. Ça, souvenez-vous, parce que elle était là au Mali avec tout ce que vous connaissez, et avec tout un arsenal de choses, comment l'appelle-t-on, de recommandations. Même les forces régulières maliennes ne pouvaient pas accéder à certaines zones parce que c'est sous leur contrôle. Et vous avez vu combien de fois quand le Mali avait voulu essayer une autre force, en l'occurrence Wagner, est-ce que c'est bon, les instructeurs russes, vous avez vu tout le tollé que cela a donné, puisque c'est là-bas que ça a irrité même le président Macron, son ministre des armées, tout ce qui a été comme des flèches, le Mali aujourd'hui subit par rapport à tout cela. Aujourd'hui, personne ne peut mentir. Aujourd'hui, vous savez que la CEDEAO, vous m'excusez, c'est trop dit, c'est la fille de Macron, donc de la France, il faut le dire, puisque toutes les injonctions que la France donne à travers cette CEDEAO. Non, il n'y a pas la CEDEAO. Non, il y a la CEDEAO, c'est une CEDEAO de façade. Ça, c'est mon avis personnel, puisque quand la fois dernière, Macron avait appelé le président ghanéen par rapport à la position de choses du Mali pour le retrait de RFI et France. Donc vous comprendrez forcément que cette France-là, aujourd'hui, sans la CEDEAO, elle ne peut pas peut-être pousser des ailes ailleurs. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, avec Barkhane au Niger, je doute fort des résultats qui seront, ou bien ils vont changer de mécanisme. Il y a une consultation finalement au niveau de l'Assemblée nationale? Au niveau de l'Assemblée nationale, comme Bazoum le disait, c'est ce que je te disais, c'est des habillages, c'est des habillages, quoi qu'on dise. Quand du moment où il avait déjà annoncé, il ne reviendrait jamais dire non que l'Assemblée ou le Parlement refusait. Non, pour quelle chose? Je ne pense pas. Donc, aujourd'hui, l'onction est donnée à Barkhane de poser ses valises au Niger. On attend de voir dans les jours à venir, est-ce que les mêmes choses, les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets, puisque je ne sais pas si ils vont changer de mécanisme au Mali, enfin au Niger, ou c'est les mêmes mécanismes. Parce que demain, cette Barkhane, est-ce que vaille, est-ce qu'il faut forcément, c'est la question aussi je me pose, est-ce que c'est le Mali qui a demandé? Puisque la question était posée même au Mali. Est-ce que c'est le Niger qui demande maintenant au Barkhane de venir, ou c'est Barkhane même qui veut faire l'aventure vers le Niger? Puisque la même force, la même question était posée. On peut comprendre que c'est le Niger parce que c'est l'Assemblée nationale qui a dit oui. Bon, qui a dit non, il faut demander d'abord. L'Assemblée nationale. Oui, il faut demander d'abord avant qu'on ne dise oui. Qui demande de venir?
C'est la question que je pose. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que c'est la France qui a demandé je vais venir et que le président dise non, il faut que je consulte maintenant? C'est la France ou bien c'est le Mali? Non, je parle de Barkhane. Oui, je dis, est-ce que c'est la France qui demande à aller au Niger ou bien le Niger qui demande à... C'est la question que je pose, c'est la véritable question. Moi, ici, à mon avis, ce qui s'est dessiné, c'est que c'est le Mali, c'est la France qui demande à s'installer au Niger. C'est pourquoi Bazoum va vouloir avoir l'onction du Parlement avant de pouvoir donner toute autre injonction. Mais bon, moi, je doute fort des résultats, mais on attend de voir puisque ces deux pays sont des pays limitrophes. Et puis, il y a une zone de 4 pays là qui se rejoignent là-bas, de 3 pays je crois. Il y a 3 pays, le Burkina, le Niger et le Mali. Donc cette zone, c'est une zone sensible, hein. Donc Barkhane encore se frottant les forces maliennes, les forces russes, ce serait un peu compliqué, mais on attend de voir. Ce qui est sûr, je vais apporter le bénéfice du doute. La force Barkhane, moi, bon, je le disais à l'époque, c'est-à-dire que pour un pays africain qui va encore penser à la force, si que même le nom sort, ça fait vraiment froid au dos parce que... Le nom de Barkhane? Oui, quand ça sort, toute l'émulation que cela a donné par rapport à sa gestion, par rapport à son passage dans les différents pays, nous avons vu ce que c'est. Donc aujourd'hui, il faut encore penser le Niger qui donne onction à cette force de venir, pour quel résultat? Est-ce que ce n'est pas pour des intérêts au détriment des résultats? Bon, on attend de voir. Honorable Beausoleil, on avait entendu le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, le président nigérien a également parlé. Toute la décision a été prise à Bruxelles finalement, ou bien à Paris, avant Bruxelles. On peut répondre à la question de Komi Valentin Mayaba. Ce sont les peuples qui ont demandé, ou bien c'est le Niger qui a demandé, parce que c'est le chef de l'État qui représente le pays. Mais c'est clair, dans les relations internationales, dans le partenariat, c'est clair que c'est le Niger qui demande à ce que la force Barkhane dans son pays, parce que la France, avec son armée, avec son peuple, n'a pas prévu aller quand même faire des aventures militaires dans les pays, non. Et j'en ai pour preuve qu'avant que les premières forces françaises n'arrivent au Mali, c'est le président malien, alors je crois Ibeka, qui a demandé l'assistance de la France. Et nous savons ce que cette force... sous François Hollande. Et tout le monde s'est accordé, y compris le peuple malien, que cette force-là avait sauvé le Bamako et le Mali tout entier d'une invasion des djihadistes. Donc, ce qu'on a maintenant, on peut aimer la France, on ne peut pas l'aimer. Et dans la réelle politique, il faut quand même savoir faire certaines analyses. La lutte contre le djihadisme, ça, ce n'est pas, tout le monde le dit, et Mayaba même le dit souvent ici, sur ce plateau, qu'il faut une concertation des forces, des différentes forces des pays pour pouvoir lutter contre ça. Et il ne faut pas perdre de vue ça, que les forces africaines ont besoin aussi de l'expertise d'autres forces. Il n'y a pas de honte à cela qu'on dise qu'une autre armée appuie une armée d'un pays donné pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et par exemple, la France n'a pas eu honte à faire appel aux États-Unis sur le plan de renseignement pour pouvoir, toujours au Sahel, pour pouvoir, dans sa lutte là contre les djihadistes au Sahel. C'est les Américains qui fournissaient des renseignements et des positions, tout ça là, des djihadistes avant que la force française n'agisse au Sahel. Donc, la lutte contre le terrorisme, là, c'est comment on l'appelle? C'est une fusion des forces, une fusion des expertises et des forces là pour pouvoir arriver à bout de ce terrorisme-là. Donc aujourd'hui, si Barkhane se replie au niveau du Niger, vous vous souvenez que le président du Niger chaque fois il se plaignait que quand on prend la zone des 3 frontières, surtout la frontière entre le Niger et le Mali. Du côté du Mali, eux, ils sont quand même présents, mais du côté du Mali, il n'y a rien. Il n'y a pas de force du côté du Mali pour pouvoir lutter contre ces djihadistes là-bas. Donc la conséquence, c'est que les djihadistes opèrent au niveau de cette zone-là, surtout à la frontière du côté malien.
Donc, et la force Barkhane qui se replie au niveau du Niger, d'abord, moi je me dis c'est personnel, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie militaire, mais ils ont demandé à ce que la force Barkhane quitte le Mali. Et elle n'est plus la bienvenue au niveau du Mali, mais le temps pour pouvoir faire partie de cette force-là et rejoindre la France, je crois que ça demande beaucoup de temps. Donc, mais un repli peut-être sur une zone peut-être plus favorable pouvait permettre le départ facile ou prochain de ces forces-là. Mais le Mali, le Niger a prouvé qu'il a besoin de cette force-là. Non pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le Mali, il y a le Bénin aussi qui avait réfléchi sur cette possibilité de pouvoir accueillir les forces françaises, la force Barkhane au niveau de là où sa frontière avec le Niger, où les terroristes attaquent chaque fois le Bénin. Ouais. Donc, moi, je me dis que je n'ai pas de mal à avoir une force et avoir une force qui va aider qui va aider la force de notre pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc, actuellement, qu'on ne fasse pas l'amalgame entre la popularité de la France sur le sol africain maintenant. On sait que la France a perdu sa popularité. Il n'est plus aussi la bienvenue comme avant. Et compte tenu il y a beaucoup de choses, surtout sur le plan politique, ça, tout le monde le reconnaît. Tout est mélangé. N'oublions pas aussi que sur les réseaux sociaux, les gens aussi surfent sur cette position-là pour encore inventer certaines situations pour pouvoir, parce que peut-être que ça les arrange. Donc maintenant, tout ceci dit, nous, peuple africain, les pays africains doivent, à partir de et profiter de cette situation-là pour prendre conscience que avant, même si on a besoin de partenariat, si on a besoin qu'on nous aide sur tous les plans, il faut d'abord s'assurer que nous-mêmes, des forces dont nous disposons nous-mêmes. Donc, et au niveau du Mali, puisque c'est du Mali que ces forces-là sont arrivées, et quand le terrorisme a commencé, n'oublions pas que les forces du Mali, les forces françaises n'étaient pas là, mais les forces du Mali ont replié, ils ont déserté le terrain, le nord là, qui a été occupé. C'est la France qui est venue les sauver. La France est venue les aider à pouvoir repousser ces djihadistes là. Donc, ils ont aussi contribué, même si le résultat n'a pas été atteint. Ça, il faut l'avouer. On n'a pas eu le résultat escompté, mais il ne faut pas aussi occulter les sacrifices que les fils et filles de la France ont fait aussi pour pouvoir aider leurs frères et sœurs africains et maliens à pouvoir lutter contre ces djihadistes. Allez, on va quitter donc ces pays pour le Togo, le vôtre, honorable Beau Soleil Obekou, unique représentant africain lors du Salon des innovations South by Southwest à Austin aux États-Unis d'Amérique. L'application Give Directly Novici a reçu un prix spécial du jury, une reconnaissance pour cette création numérique inédite originaire du Togo et qui a pour objectif de combattre la pauvreté. On l'a vu, on a vu l'innovation là, en plein Covid-19, honorable Beau Soleil Obekou au Togo. Ça a porté et finalement cela a un prix aux États-Unis d'Amérique. Oui, bon, en tant que Togolais, je suis fier quand j'apprends qu'il y a certaines appréciations de notre pays par rapport aux actes ou aux actions qu'il pose. Ça me rend fier quand on sait que dans un pays, il n'y a pas les problèmes que les pays rencontrent et il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a certaines actions qui sont appréciées et je suis fier de ce prix-là pour mon pays, le Togo. Et ceci dit, la réalité c'est que il est vrai, nous l'avons suivi tous, nous avons été agréablement surpris de l'invention de ce mécanisme-là, Novici,
qui a rapidement, les autorités du pays n'ont pas attendu longtemps avant de mettre sur pied ce mécanisme qui a permis quand même de porter assistance à certaines personnes les plus vulnérables. Et parce que la Covid, ça a surpris tout le monde et elle a causé trop de tort au peuple, aux populations. Ménages, les et gens au Togo, on a réfléchi sur beaucoup de mécanismes et je crois que Novici a servi quand même. Je ne dis pas que Novici a tout fait au Togo pour de Covid, mais en regardant, nous avons vu, nous sommes au Togo, nous avons assisté à ce que Novici a pu faire au niveau au temps de Covid et surtout à l'impact que ça a eu sur les populations défavorisées qui avaient besoin quand même de souffle pour pouvoir faire face aux problèmes causés par la Covid-19 en ce moment. Aujourd'hui, ce mécanisme-là est quand même reconnu, quand même que c'est un bon mécanisme. Et au niveau de la communauté internationale, on reconnaît ce mécanisme-là. Donc, je crois que les responsables du Togo vont prendre acte de ces appréciations et chercher à faire mieux, à aller de l'avant. Et je vous annonce aussi, par exemple, quand on parle de Novici, il y a eu beaucoup de problèmes en ce moment pour pouvoir détecter ceux qui sont vraiment touchés par cette crise-là sanitaire, ou bien ceux qui doivent vraiment bénéficier de ces mesures-là. Et je crois qu'il y a eu quand même certaines couches, peut-être des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas éligibles pour ce mécanisme-là, qui ont bénéficié de ces fonds. Et la loi sur le recensement biométrique et l'identification biométrique, ça aussi, lorsque ça va se mettre en place, ça va permettre à ce qu'on sache réellement à quelle couche de population s'adresser lorsque de tels mécanismes se présentent pour pouvoir le mettre en pratique. Alors, imaginez que vous vivez dans un des 100 cantons les plus pauvres du Togo et que vous gagnez par mois 650 francs. Vous n'avez pas de smartphone, mais juste un téléphone portable de première génération. Grâce à votre téléphone à touche, vous pouvez quand même recevoir des aides. Et c'est ce que le Togo a fait. C'était au temps de Covid-19, comme Valentin Mayaba. Ce n'était pas la perfection au haut niveau, mais comme Honorable l'a dit tout à l'heure, ça a permis d'aider les couches vulnérables. Oui, vous savez, c'est une initiative, quoi qu'on dise, a eu beaucoup de regains. Il faut reconnaître, c'était les premiers moments de Covid. Donc le gouvernement cherchait qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les couches les plus vulnérables. Ce n'était pas tout le peuple, en fait, toute la population n'était pas éligible à ce programme. Donc je crois que c'est un programme qui est venu à point nommé pour répondre aux besoins réels, fondamentaux des couches les plus vulnérables. Mais ce qu'il faut noter essentiellement dans ce programme, c'est que c'est bien pensé, mais je vois que il y avait d'autres aléas qui sont venus s'ajouter par rapport à ce programme. C'est-à-dire quand vous regardez en temps, la plupart, quoi qu'on dise, on avait ouvert le programme, on ne savait pas quand ça allait finir. Donc les gens faisaient tout, puisque les gens disaient que quand on devait même arrêter, le programme devait s'arrêter même, ce n'était même pas annoncé. Ouais. Donc il y avait tout un bruit autour. Et les initiateurs, puisque même entre-temps c'était reconnu par les premiers responsables de cette structure, comme quoi il y a
trop de magouilles autour de la structure parce que du programme. Parce que tout ce qui était, on disait qu'il faut identifier les personnes, c'est-à-dire que les bénéficiaires directs, et les gens le faisaient, ils n'arrivaient pas à toucher réellement la chose, mais l'argent sortait. Après le décompte, je crois qu'ils avaient estimé combien de milliards qui étaient sortis. Mais je dis, ça a quand même allégé la peine de certaines populations. En même temps, ça a boosté, pas ça a boosté, mais ça a permis à d'autres personnes véreuses qui ont profité énormément de ce programme-là, aujourd'hui sont érigées en des personnes immensément riches. Je parle pour preuve parce que, vous savez, c'est difficile. La pandémie est venue, elle a causé du tort à la population, mais beaucoup de personnes derrière cette pandémie se sont enrichies immensément. Parce que les mesures qu'on prend, tout ce qu'on prend pour soulager la population, les gens vont au travers, il n'y a même pas de contrôle, il n'y a même pas de suivi, et les gens font à leurs ailes. Donc c'est un peu difficile, mais ce n'était pas l'intention du gouvernement de le faire comme ça. Maintenant, je disais qu'il fallait qu'à un moment donné, quand on met en place un programme comme ça, il faut une évaluation, c'est-à-dire il faut un suivi et évaluation, parce que tout programme est toujours comment l'appelle-t-on? Selon vous, cela n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait jusqu'au jour où nous parlons. Ce prix représente quoi? Non, ce prix qu'on a donné, le Togo n'est pas son premier prix. Voilà, le Togo, c'est un pays qui est champion en prix. Ça, quoi qu'on dise, récemment, nous avons été premiers en chose. Le chef de l'État a été élu meilleur de cybercriminalité, quelque chose comme ça. Donc on est habitué. C'est-à-dire que le Togo, il faut reconnaître sur le plan international, a fait des efforts. Ça se ressent. Mais l'impact réel sur la population, c'est ce dont j'étais en train de parler. Ça a profité à certains, mais ça aussi énormément, c'est-à-dire que les bénéficiaires directs n'ont pas été, il n'y a pas de suivi autour de ces programmes. Mais sur le plan international, tous ces programmes-là, beaucoup de pays d'ailleurs même pensent à l'expérimenter chez eux. Ce n'est pas quand même mauvais, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ces programmes, ce n'est pas fait à dessein, ce n'est pas créé pour faire enrichir des personnes véreuses, mais après un programme comme ça, il faut accompagner ça de suivi et évaluation pour voir réellement l'impact réel sur les populations bénéficiaires. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, le Togo a eu ce prix, ce n'est pas le premier du genre. On se dit que les programmes que nous initions, beaucoup de pays nous reconnaissent à travers ces programmes-là. Mais c'est bien, mais que ces programmes-là aussi aient un impact réel sur la population. Moi, par exemple, c'est avec regret, quand je le dis, je le dis à ma propre gouverne, parce que j'aurais souhaité que, par exemple, les populations cibles, on dit les populations les plus vulnérables. Quand la vulnérabilité, c'est quoi? Par exemple, nous, qui étaient à l'avant-garde de cette Covid-là, je veux parler des journalistes. Je parle des journalistes. On était à l'avant-garde de ces nous avons fait un travail à Saint-Dol. Nous avons fait un travail vraiment, quoi qu'on dise, on ne peut pas danser sa prise. Même tout le monde sait aujourd'hui que par rapport à la lutte contre Covid-19, les médias étaient au premier rang. Les médecins d'abord, les médias, et tout ce que vous connaissez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas un fonds spécifique dans ce sens-là pour accompagner les médias dans ce sens? Je le dis parce que je le dis pas parce que je suis, mais tout le monde sait que à travers nos chaînes, plateaux et tout, c'est à travers ça que tous les comment l'appelle-t-on, tous les comment on les appelle, les professionnels, c'est-à-dire que tous ceux qui sont chargés de ces Covid-là passaient pour donner l'information pour que ça atteigne les contrées les plus reculées. Mais aujourd'hui, je suis désolé qu'il n'y a pas un programme qu'on puisse penser aux médias pour qu'on dise encouragez-nous, pour que, je ne dis pas que, bon, peut-être que le gouvernement est en train de penser, je ne sais pas, mais le souhait était cela, mais je ne dis pas aussi que ce qu'ils ont lancé comme programme par rapport à nos vies était mauvais. Ça a pu aider plus d'un, ceux qui pouvaient trouver quand même solution, ont trouvé solution, mais derrière aussi les gens ont profité de ce programme-là pour se faire des moyens de façon illicite. Alors oui, que représente, même question à vous, honorable Bosoleil Obekou, ce prix pour votre pays? Oui, c'est un encouragement
pour dire que vous êtes sur la bonne voie, que ce programme-là est un bon programme. Donc il faut encore aller de l'avant dans ce programme-là. C'est plutôt, moi je perçois ce prix comme en ce sens. Et d'abord, pour mesurer l'impact de Novici, il faut d'abord voir ce qui s'est passé au niveau du Togo. Et je vous dis que les populations ont apprécié. Il faut voir l'engouement même quand les gens... Parce qu'il y a certains programmes, quand ça n'intéresse pas... on pouvait faire mieux. Bien sûr, et il faut faire mieux. Hein, on pouvait faire mieux, il faut faire mieux. Ça, on appelle... Cet appel-là, il faut que les gens... Quand on met sur place un programme, et on voit les forces et les faiblesses de ce programme-là, il faut améliorer. Donc, moi, je dis d'abord que ce programme est un bon programme parce qu'au niveau interne, les gens l'ont apprécié. Les gens l'ont apprécié, en commençant par les premiers, les concernés eux-mêmes, la population. Les gens, on a mis sur pied certains programmes ici qui ont été peut-être, entre guillemets, boycottés par la population, mais ce programme-là a été bien apprécié parce que ça a eu vraiment un impact sur la population. Donc, c'est apprécié au niveau interne. Et si au niveau international aussi c'est apprécié, quand même il faut savoir que c'est un bon programme et il faut encourager. Ça doit être un encouragement pour le gouvernement pour pouvoir non seulement dans ce programme évoluer, améliorer ce qu'il faut améliorer et atteindre peut-être les cibles, plus de cibles que ce que le programme a atteint jusqu'à ce moment. Et aussi, il y a certains programmes similaires comme... comme Mayaba vient d'appeler le gouvernement à élargir son champ d'action au niveau de la vulnérabilité. Donc, je crois que d'abord, on a ciblé les pauvres, entre guillemets, parce qu'on sait pour l'indice de pauvreté, tout le monde le sait, ceux qui vivent avec moins d'$1 par jour, on les a ciblés, ceux qui sont encore plus vulnérables. Donc, il y a de ces conditions-là, mais n'oublions pas que les gens mal intentionnés ou bien véreux et passent dans le mailles du filet pour pouvoir bénéficier, ceux qui ne sont pas éligibles et bénéficient aussi de ça. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure l'identification biométrique dont on a déjà voté la loi, où il faut que chaque Togolais ait un numéro, un identifiant biométrique, comme ça on sait qui est qui. La fois passée pour Novici, on a misé sur le secteur informel. On a dit ceux qui sont des couturiers, les conducteurs de taxi, moto, tout ça là. On a quand même supposé que c'est eux les plus vulnérables. Mais il faut qu'on sache aussi que, et on le sait, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a des gens au niveau de ce secteur informel qui sont encore mieux par rapport aux gens même de la fonction publique. Et aussi, quand on parle de secteur informel, il y a, ces bénéficiaires se retrouvent dans les grandes villes, surtout Lomé. Donc, Novici a eu cette spécificité de s'adresser après aux campagnes, aux populations, dans les hameaux les plus reculés, où il règne aussi une pauvreté, il règne surtout la pauvreté là-bas, et c'est sur certains critères. N'oublions pas qu'après, le gouvernement togolais a fait appel au prix Nobel de l'économie, Esther, qui nous a aidés, qui a mis le Togo en contact avec l'organisme américain, qui a aidé le Togo à mettre sur pied des mécanismes et certains facteurs pour pouvoir détecter... Esther Duflo. Esther Duflo, merci, pour pouvoir détecter les populations les plus vulnérables, ceux à qui le Novici doit réellement s'adresser. Donc, il faut améliorer, et ce prix n'est qu'un encouragement pour le Togo pour aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau honorable. Beau Soleil Obekou, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Togo. Vous êtes également le président de l'association Togo pour tous. C'est toujours également un plaisir de recevoir mon cher confrère Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Allez, on se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci. Excellente suite de nos programmes.